Donc je vais me permettre de dire un petit mot. Donc Sébastien Luisabo, moi je dirige ce département, et on est ravis d'accueillir donc, Audrey Richard dans le cadre de ce webinaire. En 2 mots, donc, ce département a pour vocation de former des managers, experts, dirigeants, sur des questions, assez variées compte tenu de la pluridisciplinarité de notre université. Donc ça touche aussi bien les problématiques RH et ça va être évidemment le cœur, de cette intervention, mais aussi à des problématiques liées, par exemple, à l'intelligence artificielle, à la compliance et à d'autres enjeux comme le développement durable qui sont au cœur aujourd'hui, des problématiques que se posent la plupart des organisations, qu'elles soient, privées, publiques, ou d'autres types, du type associatif, pour donner d'autres exemples. Notre objectif est de proposer au sein de l'université une petite soixantaine de diplômes et cursus qui permettent à des managers et ces experts de consolider leurs compétences et d'évoluer plus aisément et avec plus de confiance dans leurs capacités et dans leurs compétences au sein de leur organisation. Gérard, tu diras peut-être un petit mot rapide du master négociation et relations sociales et de ses spécificités. L'intérêt de l'université de porter ces formations, c'est de s'appuyer sur ses enseignants-chercheurs, et c'est ce qui fait la particularité d'avoir des formations très intégrées et de permettre aussi à des professionnels d'être en relation avec le monde universitaire et puis surtout de partager entre pairs, puisque c'est le principe même de notre formation et de nos principes pédagogiques, d'essayer dans la mesure du possible d'organiser ces formations en présentiel pour permettre justement un échange le plus nourri possible. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. Je vous remercie encore vivement de participer à ce webinaire et puis je tenais particulièrement à remercier Audrey Richard qui a un emploi du temps assez chargé de nous consacrer ce temps-là pour partager avec vous sur les enjeux de ce webinaire. Voilà, et je relaisse la parole à Gérard et à Audrey. Bien, merci Sébastien. Donc, je suis Gérard Taponin, je dirige le master négociation et relations sociales de Paris-Dauphine et le pôle dialogue social. Dans ce master, on forme simultanément et ensemble les cadres RH et les cadres syndicaux, ce qui en fait une approche tout à fait particulière. Madame, c'est Michel Partori. Pardon? Je vous appelle parce que du coup, on était en échange par rapport à juillet et la rentrée. Est-ce qu'on peut couper les autres micros? Merci. Voilà, donc merci Audrey d'être présente là. On a quelques questions à vous adresser et quelques réponses à attendre de votre part, de par votre fonction professionnelle et de par votre responsabilité au sein de l'ANDRH. La première question qui nous vient dans cette période que nous traversons, c'est comment l'ANDRH a-t-elle vécu avec ses adhérents, mais en même temps, à travers ses adhérents, cette pandémie et cette période un peu déstabilisante, quels enseignements on peut en tirer de votre point de vue? Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci Gérard. Alors déjà, un petit mot sur l'ANDRH, donc c'est l'Association nationale des DRH. Et donc, le rôle de l'ANDRH, c'est d'accompagner vraiment les praticiens RH dans leur quotidien, de partager des bonnes pratiques et de porter la voix des DRH. Et juste un petit mot, hein, on est donc au sein de la NDRH un peu plus de 5000 adhérents. Et récemment, on a fait ce calcul de savoir combien on représentait de la population active. Et on représente à nous tous un peu plus de 11 millions de salariés. Donc, on questionne régulièrement nos DRH, on échange au quotidien. Donc, en fait, moi, je vais éclairer les questions à travers, en effet, ce qui ressort de la NDRH d'une part, et aussi dans mon rôle de DRH, parce que je suis aussi DRH du groupe UP. Donc vraiment, merci pour votre invitation, parce que ça me permet de porter cette voix des DRH. Donc, Gérard, pour prendre cette première question sur comment on a vécu cette période, et autour de la table, il y a des DRH, donc on partagera, hein, et n'hésitez pas avec les questions. Ce qui est vraiment à noter déjà dans un premier temps, c'est que les DRH ont été en première ligne. C'est eux qui ont constitué les cellules de crise. On a été sur le devant de la scène.
également pour, au sein de nos entreprises, décortiquer les directives qui arrivaient à 22 h le soir. Notre rôle a été de les expliquer tant sur l'ensemble des managers que des salariés, et aussi de prendre soin de nos salariés. Donc, on avait la partie collective, on avait la partie individuelle, tout ça dans l'urgence de ce que tout le monde a vécu. Et sur le monde de l'entreprise, en fait, si on prend ce recul, hein, aujourd'hui, après les retours d'expérience qu'on a pu réaliser, on a vu et on voit un impact sur l'organisation, un impact, je vais développer, hein, un impact sur l'organisation, un impact sur les outils, un impact sur les lieux de travail. Et l'impact majeur a été sur l'organisation, puisqu'on est tous passés en télétravail, en tout cas pour les fonctions télétravail, les métiers télétravaillables. Et juste un petit rappel historique, hein, on cherchait à mettre en place le télétravail depuis, allez, on va dire 15 ans, sans grand réel succès. On était confronté en France, en tout cas, avec ce paradoxe entre la volonté de mettre en place le télétravail et l'incapacité réelle dans la mise en œuvre sur le terrain. Et ce qui s'est passé avec cette crise, c'est qu'on a fait en 1 an et demi ce qu'on attendait déjà depuis 15 ans. Et je parlais des retours d'expérience, c'est que finalement, donc on a fait ces retours d'expérience, et aujourd'hui on sait que le télétravail 5 jours sur 5, c'est évidemment pas ce que nous recommandons en tant que DRH. Et donc, aujourd'hui, l'organisation du travail va être impactée par du télétravail, par du travail, pardon, hybride, de façon à ce qu'on propose sur le terrain 2 jours, c'est ce qu'on voit dans les accords, hein, 2 jours de travail à la maison et 3 jours au sein des entreprises. C'est vraiment une tendance, c'est ce qu'on voit. Donc, et cet avenir sur du travail hybride, c'est une attente des salariés, bien évidemment, parce que ça a un impact sur la qualité de vie au travail, impact carbone, mais également sur l'impact, c'est également attendu par les candidats, bien sûr. Donc, ça, impact sur l'organisation du travail, impact sur les outils, bien sûr. Il y a eu une évolution majeure, enfin une maturité digitale, et là, on a tous grandi ensemble. Et impact sur les lieux de travail. On verra s'il y a des questions là-dessus, mais le lieu de travail est de fait impacté. On est beaucoup de DRH à travailler sur des fermetures de sites et sur des espaces de coworking à proposer à nos salariés. Donc, on a fait un gain en termes de maturité digitale. En tout cas, c'est ce que disent les DRH quand on les interroge. Et sur cette question, je voulais insister aussi peut-être sur les bonnes pratiques, hein. Sur votre question, c'est comment ont vécu nos adhérents sur cette période-là. J'aimerais peut-être développer ce qui a été retenu en termes de bonnes pratiques. On l'a vu, on a dit qu'on n'était pas sur du télétravail 5 jours sur 5, mais plutôt 2 jours, 3 jours. L'idée étant de se dire, on passe plus de temps au sein de l'entreprise que à la maison pour éviter ce décrochage qu'on a pu rencontrer en tant que RH. Sur les bonnes pratiques, on fait attention de ne pas enchaîner les réunions les unes après les autres. Donc, c'est pour ça que dans les entreprises, on voit des réunions qui sont proposées sur 45 minutes, pas pendant le déjeuner. Attention, une journée dans la semaine, on privilégie plutôt les tête-à-tête plutôt que les réunions. Ou en tout cas, voilà, un lien avec sa propre équipe et un lien sur le collectif aussi en entreprise, qu'on peut questionner à travers des enquêtes salariées pour mesurer le climat social, par exemple. Donc ça, c'est plutôt les bonnes pratiques. Et après, ce qu'on a vu en termes de points d'attention et points d'alerte, c'est que les limites du trop distanciel, et c'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs à du travail hybride, hein, donc les limites du trop télétravail, ça a pu engendrer sur certains collaborateurs des pertes de repères sur le temps
des travailleurs qui travaillent tard le soir et du coup, ça a un impact sur le sommeil. Ça peut avoir un impact sur le déjeuner. On oublie de déjeuner ou on passe sur de la malbouffe parce qu'on n'a pas le temps. Donc, impact sur la nutrition. Impact sur la santé du collaborateur parce qu'il reste derrière son ordinateur, il est en risque de phlébite et que donc ces questions-là, elles arrivent chez nous. Donc on doit les traiter. Donc impact sur la santé, sur le sport. Donc ça, c'est première limite. Et deuxième limite, on a vu dans les entreprises sur des fonctions télétravaillables et d'autres non télétravaillables, comme les ateliers de production qui nécessitent du présentiel, en fait, un risque de créer deux mondes dans l'entreprise, des cols bleus, des cols blancs, hein, si on veut faire cette référence, mais en tout cas, un sentiment d'inégalité. Et nous, en tant que RH, notre rôle, c'est de garantir ce lien collectif. Et c'est réellement une préoccupation majeure qu'on a dans notre quotidien aujourd'hui pour justement ne pas créer ces sentiments d'inégalité. Donc la NDRH a accompagné les RH dans cette période pour essayer de leur faciliter la vie grâce à des productions de mémos, de webinars qu'on peut utiliser immédiatement, mais aussi et surtout à travers des échanges de bonnes pratiques. À la NDRH, en fait, on est constitué en groupes locaux, il y en a 70 sur le territoire. Et les DRH se sont ensemble questionnés sur leurs problématiques et il y a une grande solidarité. Donc voilà tous ces enseignements, en tout cas à ce stade, de ce qu'on peut constater. Merci Audrey, c'était un panorama intéressant et qui va être développé à travers mes autres questions. Ma deuxième question d'ailleurs qui est liée à ce contexte présenté, c'est un petit peu comment ce management qui est à la manœuvre aussi, en dehors de cette première ligne RH que vous avez décrite, comment ce management va devoir maintenant intégrer post-Covid les bonnes pratiques en question, les changements qui se sont opérés, et du coup, quelles sont les approches que la DRH va pouvoir apporter à ce management dont on a pu noter dans d'autres études que celle d'un DRH qu'il était un petit peu déstabilisé par la situation qu'il a vécue en si peu de temps, comme vous l'avez rappelé. Le rapport 15 ans pour le télétravail et 1 an et demi pour mettre en pratique. Et en fait, ce management-là attend aujourd'hui la fonction RH à un certain nombre de supports. Comment envisagez-vous les choses ? Nous, ce qu'on a vu, c'est que c'était quand même un peu pareil. C'est que ça fait des années qu'on travaille sur l'évolution du management, que des formations sont mises en place dans les entreprises sur l'évolution du mode managérial. Et tout ce qu'on avait dit avant, en fait, sur les sujets autour de la confiance, de l'autonomie dans le management, a pu réellement se mettre en place, alors qu'en fait, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Donc, ça a pu réellement se mettre en place parce qu'on n'avait pas nos collaborateurs sous la main. Et donc, il y a eu là aussi un saut important en termes de maturité digitale. Et le Covid a révélé que certaines pratiques managériales, autonomie, confiance, comme essentielles dans le fonctionnement de l'organisation. Et ce qu'on voit, alors pendant toute cette phase, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en activité partielle, qui ont investi sur des formations et qui ont vraiment misé sur des formations management, donc qui ont profité aussi de cette période pour faire ce saut et cette évolution managériale et développer ces soft skills. Mais donc clairement, il y a une évolution. Si on prend un peu de recul, pendant des années, c'est ça, en France, le modèle hiérarchique, c'est celui qui, en tout cas, était très prégnant en France. On a vu cette évolution. Maintenant, je soulignerais que demain, en fait, le risque, c'est peut-être de recréer une différence dans les entreprises qui sont passées sur ce modèle managérial basé sur la confiance, l'autonomie, et les autres qui sont restés sur du modèle managérial plutôt hiérarchique. Et on voit que c'est un sujet qui impacte
ce que cherchent les salariés, les candidats, et ça impacte aussi l'engagement des collaborateurs. Donc, on voit qu'il y a cette évolution. Il y a, moi, j'ai tendance à dire ou tendance à penser qu'on reviendra assez peu en arrière, que les salariés ou les partenaires sociaux laisseront pas trop faire sur du retour au modèle managérial hiérarchique, mais que ça pourra quand même bien sûr exister. Et que si ça existe, ça risque de créer cette dichotomie sur le marché de l'emploi, marché du travail, entre des entreprises qui sont sur du mode managérial moderne et les autres, en fait. Et donc une incidence sur la performance économique, à vrai dire. D'accord. Donc je suppose que finalement, cet accompagnement RH de l'encadrement va finalement aussi prendre sa source dans tout ce qui a été mis en place de façon un peu rapide, de façon un petit peu de crise, en période de crise, pour le transformer en quelque chose de plus pérenne, en fait. Voilà. Mais du coup, est-ce que, comme on l'observe nous dans le master négociation et relations sociales, est-ce que finalement, au-delà de tout ce que vous venez de nous décrire sur cette manière d'appréhender le temps de travail, le lieu de travail, la relation avec les autres, sa relation hiérarchique et c'est ce lien de confiance que vous abordiez il y a quelques instants, est-ce que finalement le lien social des salariés avec l'entreprise n'a pas évolué aussi par le fait, par la situation, et que du coup, là aussi, comme vous le disiez à l'instant, un phénomène de cliquet, on ne pourra pas revenir en arrière sur le changement de nature de ce fameux lien social ou lien social au-delà du contrat classique de travail. Ouais. Alors, je vais répondre sur le lien social, mais je ne peux pas m'empêcher de faire juste un petit zoom Oui. sur la partie dialogue social aussi, parce que vous soulignez le master négociation et relations sociales, parce il y a vraiment des choses à dire sur le dialogue social qui, pendant cette période-là, a été juste extraordinaire, que ce soit en France ou en Europe pour ceux qui ont des CE européens. Ce qu'on a vu, c'est que des deux côtés, tout le monde s'est adapté, que ce soit les partenaires sociaux et les directions, que les interventions qui ont existé sont rentrées dans la vie des gens, vraiment des salariés, on le verra juste après. Mais en tout cas, que les masques, je dirais que les masques sont tombés au profit de l'efficacité, de la rapidité. Il fallait intervenir urgemment et tout le monde a fait des efforts. Ça a été juste vraiment, enfin, autour de la table, vous l'avez forcément vécu aussi. Et, et des accords ont été négociés et signés pendant cette période-là. Cela signifie que le dialogue social a été vu d'une façon différente alors que ça fait des décennies qu'il est quand même sur un mode archaïque, hein, de notre point de vue, en tout cas de RH et à la NDRH, avec des contraintes fortes. Donc, on a montré pendant cette période que le dialogue social pouvait fonctionner différemment et ça a marché. Donc aujourd'hui, on a la volonté nous, en tant que DRH, hein, de poursuivre en ce sens sur des délais raccourcis, sur des consultations, des votes en ligne, de la part de la réalisation de réunions en visio, etc. Et donc ça, juste pour cette petite parenthèse, nous, à la NDRH, on va porter ça au plus haut niveau. On est en train de travailler dessus. Donc, si parmi vous, il y en a qui seraient intéressés, bah, rejoignez-nous, on ira ensemble, hein. Voilà. Mais donc Gérard, pour répondre réellement à la question sur le lien social au sens large, en fait, la crise du Covid a fait vraiment, a mis sur le devant de la scène des questions sur la santé, le bien-être, la protection sanitaire, la protection santé du collaborateur. Et en fait, ça fait porter une responsabilité renforcée sur ces domaines-là, et domaines qui n'étaient quand même pas pris par les RH ou par les entreprises. Et ce qui s'est passé, c'est que les questions, elles sont arrivées, et donc on les a prises, on les a traitées, parce que au-delà de notre rôle sur le collectif, notre rôle, c'est aussi d'être dans le care et dans le prendre soin de nos collaborateurs. Et en fait, ces questions sont arrivées, on les a prises.
Voilà, aujourd'hui, tout le sujet, ça va être de dire où mettons le curseur. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, si on essaye de prendre un peu de hauteur de vue, ce qu'on voit, c'est que cela ouvre une tendance aujourd'hui, qui existe aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existera demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est une tendance individualiste et plutôt paternaliste de la part de l'entreprise. Et l'entreprise va être là sur le travail, mais aussi sur la santé, sur le sport, le sommeil, la santé, les addictions, les enfants malades, les personnes, les femmes maltraitées dans leur foyer, etc. Et que cette tendance, enfin, elle est là. Et donc, ça veut dire qu'on voit l'émergence d'un rôle différent dans sa relation avec le salarié qui va d'une simple relation de travail à autre chose et qui intervient sur un champ hyper large. Alors, juste quand même au passage, les RH ne sont pas forcément formés pour répondre à tout ça, hein. Donc ça a des conséquences aussi sur l'évolution des compétences des RH si réellement on va vers ça. Voilà. Et donc, cette évolution-là, elle est réelle, hein, et elle correspond donc aux attentes des salariés vis-à-vis de leur employeur qui estime qu'il faut aller plus loin que le rôle économique et donc aller sur du rôle social, sociétal plus ou moins étendu en fonction des entreprises, du champ, du domaine, etc. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est ça qu'on voit. Et donc, cette crise, de notre point de vue à NDRH, hein, elle renforce la dimension sociale des politiques RSE qui jusque-là étaient peut-être plutôt concentrées sur la partie environnementale. La question réellement aujourd'hui, et là, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est de savoir où on met ce curseur, ensemble ou entreprise par entreprise. Et ce qui est intéressant aussi de voir, juste pour finir sur cette question, c'est contre toute attente, l'entreprise est aujourd'hui plutôt, en tout cas, elle l'est plus qu'avant, vue comme un lieu de confiance et de collaboration et de sécurité. Alors qu'avant, on n'avait pas du tout ces mots en fait qui arrivaient sur le monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, merci pour cet exposé parce qu'effectivement, il y a ce lien entre les sujets, le dialogue social, le collectif, l'attention portée et le focus finalement sur un équilibre de vie entre la dimension économique, sociale et sociétale. Effectivement. Et du coup, à partir du lien social, le rapport au travail a été marqué par un contexte, là aussi, de sanitaire, par un contexte également de réglementation, d'imposition, d'organisation du travail, négocié ou pas. Est-ce que du coup, dans ce rapport au travail nouveau, au-delà du management, comment la fonction RH va se positionner demain pour assurer ces équilibres et ces nouveaux défis à remplir? Et bon, vous avez évoqué la question du dialogue social, la négociation, ça va de soi, surtout ce qu'est santé, mais vous l'avez très bien dit, c'est une santé élargie, en fait, hein. Et c'est une santé élargie. On voit bien que le rapport au travail également risque de changer dans finalement la considération de l'entreprise, vous venez de le dire. On parle beaucoup d'entreprise à mission également aujourd'hui, bien plus qu'on en parlait auparavant. En tout cas, avant, c'était un concept un peu éloigné. On voit bien aujourd'hui qu'il prend cher en quelque sorte à travers les événements qu'on vient de vivre. Voilà, donc dans ce rapport au travail, quel est un petit peu, j'ai l'impression, le nouveau souffle qu'on voit se dessiner pour la fonction RH? Oui, on l'a vu pendant ces crises, on le voit encore aujourd'hui. C'est énorme sur l'évolution de la fonction RH et c'est juste très intéressant d'être là à ce moment-là en fait. Ce qu'on voit, c'est que la fonction RH, alors elle était déjà, hein, mais encore plus, je dirais qu'elle est le chef d'orchestre de tout un écosystème.
Son souci majeur, c'est de garantir la dynamique collective, la gestion du collectif, d'être là, facilitateur. J'évoquais tout à l'heure les problématiques d'inégalité, col bleu, col blanc. Ce sont des préoccupations importantes. Dans les entreprises, avec l'impact sur l'organisation du travail, il faut gérer les présents, les télétravailleurs. Pendant la crise, on a géré encore ceux qui étaient en activité partielle. Certains le sont encore. La dynamique collective, elle se retrouve aussi sur de l'interne, de l'externe. Notre rôle, il est aussi parfois de faire le pont avec la société civile sur le lien avec les écoles, les associations, etc. Donc tout ce collectif et toute cette gestion individuelle que je développais. Et notamment sur le care et la prise en charge de l'humain dans son 360 avec une intervention des RH sur les sujets professionnels comme personnels. Et en fait, il n'y a plus trop de frontières. On va travailler sur l'organisation du travail et en même temps, on va traiter un problème d'addiction et on va essayer d'apporter notre aide à ce collaborateur, par exemple. Donc voilà sur le premier axe. Le deuxième, je dirais que l'évolution majeure, c'est aussi c'est ça, hein, c'est l'individualisation de la relation et l'accélération. Aujourd'hui, le salarié, il est citoyen, il a ses expériences de consommateur, et il attend la même chose et la même qualité dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire que ça a un impact aussi sur les outils, sur le traitement, comment on traite le salarié et sur les outils. Parce que s'il doit, pour déposer ses congés, par exemple, aller dans 3 applications, 3 écrans, etc., c'est juste plus possible, quoi. Donc, ça a un impact aussi sur la modernisation des outils. On le reverra un peu après, mais en tout cas, impact sur l'individualisation de la relation et l'accélération. Moi, je pense que toute cette phase va aussi, alors ça impacte le rôle du DRH, hein, on l'a vu, mais ça impacte aussi les politiques RH. Parce que tout à l'heure, on parlait d'évolution sur le mode managérial, mais du coup, ça va avoir des impacts sur les process RH, sur finalement comment on évalue aujourd'hui. Bah forcément, c'est pas comme avant. Comment on reconnaît? C'est quoi le système de reconnaissance? Bah, c'est pas le même qu'avant. Comment on forme et sur quoi on forme? C'est pas la même chose. Comment on prend nos décisions d'évolution professionnelle, de promotion? C'est plus la même chose parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va chercher à faire, c'est équilibrer la performance économique avec aussi le comportement managérial. Encore, en tout cas, plus aujourd'hui qu'hier. Alors, il y a des entreprises qui sont très avancées, mais quand même, je pense que ça va, beaucoup ne le sont pas encore. Voilà. Et du coup, ça va créer une différence entre les employeurs qui sont déjà avancés et les autres. Et je le disais tout à l'heure, un impact sur l'engagement des salariés. Donc ça c'est un volet. Je reviens quand même sur la fonction RH en tant que telle et son impact aussi sur la partie data, sur la partie digitale de l'équipe RH. Clairement, aujourd'hui, demain, on ne sait pas trop, hein, mais la fonction, elle sera plus experte de la data qu'administrative dans le sens où aujourd'hui, on cherche à exploiter la data aussi dans la partie RH. On a un gros travail de veille sur les réseaux sociaux, sur la protection de l'entreprise contre le bashing sur les réseaux sociaux, sur les RGPD, etc. Donc, on a vraiment la nécessité, je l'effleurais tout à l'heure, mais de moderniser les outils RH et les organisations RH doivent également se modifier. Alors, on a vu parfois le RH bionique, hein, juste pour sourire, mais le DRH augmenté, il est réel, hein, parce que c'est mêler les capacités humaines de raisonnement avec les technologies et les utiliser. Utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les chatbots, les vidéos
voilà, certaines entreprises sont très avancées, mais pas toutes. Et donc, processer davantage, automatiser davantage sans intervention pour se concentrer sur, ce qu'on évoquait précédemment. Ça, c'est l'avenir aussi des RH. Donc voilà, et je terminerai aussi pour vraiment insister sur le fait que la fonction RH est plus que jamais au centre de la gouvernance de l'entreprise, dans la performance économique. On l'a vu pendant toute cette période, les DRH se sont battus pour maintenir l'emploi dans les entreprises à travers le dialogue social notamment. On a contre, à une certaine période, on allumait la télé, on regardait les infos, on avait l'impression que la France était en plan social. Et les DRH, de leur côté, disaient, mais en fait, non, moi, je vais tout faire pour mettre en place des accords de performance collective, des ruptures conventionnelles collectives, et pour garantir l'emploi. C'est ce qui s'est passé. Alors, OK, on est encore sous perfusion du gouvernement, mais j'insiste, hein, et les RH sont vraiment au cœur de la gouvernance de l'entreprise et de ce combat pour maintenir l'emploi. Donc, un rôle stratégique du RH, et j'insiste là-dessus, au sein des entreprises. Et je finirai juste par dire, juste, on est dans une période où c'est extraordinaire puisque tout est en transformation et je trouve que il faut préparer la relève pour accompagner ces évolutions et c'est juste extrêmement intéressant d'être là à ce moment-là, en fait. Oui, merci beaucoup Audrey. En fait, cet exposé était très intéressant pour plusieurs raisons que vous avez brillamment développées. Je retiens comme très commun de votre intervention et avant de passer à la période des questions, finalement d'avoir découvert en cette période que je qualifie moi-même également de stratégique, et vous l'avez rappelé, d'être là à ce moment-là de l'histoire, c'est un moment quand même qu'on retrouve peu, on ne l'a pas choisi, mais il est là. Et n'ayant pas choisi et étant là devant des responsabilités majeures que vous avez exposées, je suis d'accord notamment sur votre dernière intervention sur l'emploi. Je suis témoin à travers le master et à travers les cadres syndicaux d'une volonté de tous les partenaires de sauver coûte que coûte l'emploi et la performance des entreprises. Ça a été un moment de mobilisation qu'on a rarement vu et effectivement les conditions s'y prêtaient. Donc je note dans votre intervention finalement l'arrivée d'un travail que vous avez qualifié ou qu'on peut qualifier d'hybride, d'un dialogue social qui a montré son efficacité et je pense que finalement la rapidité ou même le moyen de communication va perdurer, du moins je l'espère, je l'appelle de tous mes voeux. Je suis aussi très sensible à votre développement sur la prise en compte, le soin, l'attention portée finalement aux salariés. Et vous l'avez effleuré dans votre exposé, on est passé de l'individu, ce que vous appelez le consommateur, finalement à la personne aujourd'hui, dans toute sa réalité sociale. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui, et on le voit bien sur le recrutement, on le voit bien sur différentes attractivités d'entreprise, on va devoir intégrer complètement cet élément-là. Je note également que la dynamique collective qui a été sollicitée par les DRH à l'occasion de cette crise-là, il ne faut pas la perdre, il faut capitaliser dessus. Ça a été aussi le sens de vos remarques tout à l'heure. Et puis alors, je partage entièrement finalement votre présentation sur le rôle stratégique central de la gouvernance d'entreprise par les richesses humaines. Et donc, cette entreprise élargie, cette DRH augmentée, eh bien, nous l'appelons de tous nos voeux, effectivement, et encore merci pour cet exposé. Je vais donc proposer à tous ceux et celles qui sont en ligne, s'ils ont des questions à nous adresser à Audrey Richard, voilà, et laisser Edwige nous présenter un peu les questions qui ont pu apparaître sur les écrans, dans lesquels tout le monde trépigne derrière son clavier. Edwige, on ne vous entend pas, voilà. Merci Audrey, merci Gérard pour voilà,
vos commentaires et tout ce retour d'expérience. On a une première question, effectivement, qui porte sur l'appui aux entreprises dans cette situation de crise. Comment sont utilisées les différentes aides et mesures mises en place par les pouvoirs publics pour amortir la crise que nous traversons, et qu'est-ce que vous pensez de leur utilité? Voilà, merci. Alors, c'est une question intéressante et justement, je le développais tout à l'heure. Vraiment, pendant toute une période, on ne parlait que de la crise sociale qui allait arriver. Et nous, à la NDRH, donc on fait des enquêtes régulièrement pour prendre le pouls, mais aussi pour voir ce qui va bien, ce qui peut être amélioré grâce aux remontées et aux liens qu'on a avec les pouvoirs publics, car ce lien a été extrêmement en proximité pendant cette période et il l'est toujours. Donc la NDRH sert à faire remonter un certain nombre de propositions d'évolution auprès du ministère du Travail notamment. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors je pourrais prendre l'exemple, alors tout à l'heure je parlais, pardon, des dispositifs qui ont été utilisés sur le terrain, comme les accords de performance collective, on l'a vu, les ruptures conventionnelles collectives, mais j'insisterai sur les aides qui ont été proposées sur les jeunes, pour les jeunes. Parce que pendant cette période-là, les DRH ont été mobilisés pour justement ne pas ruiner le début de carrière de nos jeunes, ne pas sacrifier leur année. Et on a même vu des collectifs de DRH se mobiliser pour, sur les réseaux sociaux, dire, mais dans les entreprises, on se doit de prendre nos apprentis, et donc mobilisons-nous. Et c'est ce qui s'est fait, parce que concrètement, quand on regarde les chiffres, hein, c'est factuel, on est en 2020 sur une année record en nombre de contrats d'apprentissage dans les entreprises. Donc tout le monde a fait un effort, c'était juste énorme. Donc ça, c'était vraiment bien. Alors oui, les apprentis, quand on prend un apprenti, oui, il y a des aides, et bah, tant mieux en fait, hein, mais en tout cas, on a vu le résultat. Aujourd'hui, les DRH sont sensibles et sont mobilisés sur l'entrée dans la vie professionnelle, le premier job. Donc voilà, maintenant, nous, on essaye de se concentrer là-dessus et de favoriser ça en ce moment dans nos recrutements. Et on voit d'ailleurs dans les chiffres recrutement que les DRH n'anticipent pas une réduction ou un no recrutement. On voit qu'il y a quand même des recrutements. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, voilà ce que je pourrais dire sur les aides. Et sachant qu'aujourd'hui, les aides, oui, on est encore sous aide de l'État. Bah, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, nous, ce qu'on préconise et dans nos demandes et ce qu'on voit pour justement garantir l'emploi, c'est de le faire de façon transitoire ou de façon progressive, en fait. Voilà. Merci. Alors, en prolongement, on a une question qui n'est pas très éloignée, qui porte sur la stratégie de communication autour de tout ça, à la fois sur l'action des DRH et puis sur la stratégie de communication au service des transformations que vivent les entreprises et que vit la fonction RH. Hein. Donc, peut-être deux cibles ou deux aspects dans cette stratégie de communication. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez invité le réseau des DRH, RRH à travailler particulièrement ces questions de stratégie de communication? Alors, oui, c'est intéressant parce que justement, à la NDRH, on a récemment proposé un module de montée en compétence sur une semaine autour de la communication de crise. C'est quelque chose de nouveau qu'on a proposé sur une semaine, des modules avec des formats différents pour pour monter en compétence sur la com de crise. On fait de temps en temps des programmes comme ça. Mais sur la stratégie de com, c'est très intéressant comme question parce que la com a été au cœur de nos actions, clairement. On a été en communication forte au quotidien, hein, je dirais, avec nos managers. Et d'ailleurs, c'est quand même les DRH qui ont réuni tous les managers
pour expliquer, décortiquer les textes, pour les mettre en place. Hein, on le disait, je le disais en intro, mais parfois, et c'était très dur parce que parfois on n'avait pas réponse à tout, sur des textes qui tombaient la veille à 22 heures pour application et pour réponse totale le lendemain matin. Hein. Donc c'était quand même des moments un peu seul au monde. Hein. Mais la partie com a été fondamentale pour faire circuler les informations avec des salariés qui sont à distance. Donc la com a évolué et le travail en collaboration avec les services com ont été vraiment très très denses. Alors, ça dépend des organisations. Hein. Souvent, le DRH a la com avec lui, mais la com a été stratégique aussi, en fait. Et dans la question, je vois, ne voit-on pas deux cibles à adresser, communiquer la transfo auprès des collaborateurs et communiquer les nouvelles compétences Ouais. Alors, c'est communiquer les informations, la transfo. Je dirais que là, dans cette période, on était sur plutôt de l'opérationnel. Hein. Après, la com au niveau des RH, c'est plutôt de la montée en compétences et c'est plutôt d'un changement de paradigme, en fait, et un changement et une évolution de compétences des RH. Hein. Moi, je dirais plutôt ça. Mais en tout cas, sur la com, ça a été majeur, ça a été stratégique, ça l'est encore, en fait. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions autour du télétravail, mais pour revenir sur la question effectivement de la position de la fonction RH et de son rôle, il y a une question de notre directeur qui s'interroge sur compte tenu des nouvelles responsabilités des entreprises et de leur DRH vis-à-vis de leurs salariés et de la complexification effectivement du métier RH. La fonction RH est-elle en train d'être revalorisée? Est-ce que selon vous, les DRH, les cadres RH vont-ils être augmenter peut-être dans leur reconnaissance et peut-être au niveau salarial également. Et puis finalement, est-ce que selon vous, on est sur une tendance qui fait que les questions RH seront mieux prises en compte dans les comités, les COMEX? Pour moi, et c'est factuel, la fonction RH a été au cœur. C'est vraiment elle qui a organisé avec son président ou son DG les cellules de crise. C'est elle qui a été au cœur des explications des managers. C'est elle qui a été au cœur et à proximité des salariés. Elle a été là. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce que ça a donné dans l'entreprise une autre façon de voir les ressources humaines. Ça fait davantage connaître le champ de compétences, le champ d'intervention de la fonction RH dans l'entreprise. Mais ce que vous avez aussi vu, c'est qu'on a beaucoup parlé des ressources humaines dans la presse écrite, en radio, en télé. Et ça nous a aussi donné, et la NDRH a essayé de prendre cette place aussi. On est questionné au quotidien en fait sur le rôle des DRH, comment on réagit, comment ça se passe sur le terrain en fait. Et ça a été vraiment intéressant parce que ça nous a donné l'occasion de parler de notre métier d'une autre façon et pas que à travers un film où on va voir le DRH qui vire tout le monde ou qui ne passe son temps que à sortir les gens. Et là, on a vu le DRH qui organise ce collectif, qui prend soin de ses collaborateurs. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et ça a été une opportunité, je trouve, pour notre collectif de fonctions RH, que ce soit des RH, RRH au sens large, que des professionnels qui travaillent sur la matière RH, en fait. Donc vraiment, je trouve qu'on a été dans une période pour nous favorable et en plus, dans les organisations et sur le terrain, on n'a pas failli en fait. On a été là pour tout le monde. Alors après, la question c'est mais qui est là pour les DRH? Donc j'aurais tendance à dire la NDRH, mais forcément pas que. Mais on n'a pas failli. Vous n'avez pas vu, en tout cas,
moi personnellement, je n'ai pas eu ces infos, mais on n'a pas vu un DRH qui lâchait l'affaire et voilà, qui gérait plus le collectif. Donc je dirais que c'est vraiment bien pour notre métier, pour notre fonction, pour notre avenir. Après, il faut juste garder ça. Il faut juste continuer dans la maîtrise et rester sur cette tendance-là. Merci. Alors, vous l'avez largement souligné et illustré, on a une montée en puissance du télétravail et donc beaucoup de questions qui arrivent. J'essaye de les traiter au fil de l'eau. Pardonnez-moi si je ne traite pas toutes les questions. Des premières questions sur quel impact sur l'agencement des espaces de travail en présentiel, open space, flex office, et du coup, comment donner une valeur particulière à la présence sur site par rapport au jour où on est en télétravail. Et puis, le deuxième axe de questionnement porte sur les outils de suivi de ce télétravail et notamment pour les managers qui seraient encore un petit peu réfractaires vis-à-vis de ce télétravail. Alors, sur le lieu de travail, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais le lieu de travail a évolué, ça c'est sûr et certain. Demain, on revient plus au travail comme avant. Si c'est pour revenir au travail, pour travailler en solitaire, on reviendra pas, sauf si la personne est en détresse psychologique, etc. Mais en fait, on va plus revenir au travail comme avant. Et donc ça d'une part. D'autre part, on voit que beaucoup d'entreprises ont négocié des accords télétravail. Donc ça veut dire que sur des sites, il va y avoir moins de présence physique. Et donc, cela signifie que, et c'est déjà le cas en fait, on est un certain nombre, on est beaucoup à déjà travailler sur des fermetures de sites et à avoir fermé des sites déjà ou à travailler sur des projets de fermeture. Et particulièrement, en tout cas, c'est de ce que je vois, ce n'est qu'une approche et qu'une vision, bien sûr, mais de ce que je vois, c'est particulier, plutôt sur les petits sites, notamment en province, où on ferme des sites au profit de proposer du coworking à nos salariés. Donc oui, ça a un impact sur le site, sur le lieu de travail. Et quand on va revenir travailler, c'est pour travailler sur du projet, de l'innovation, en collaboration et en échange fort. Voilà. Et sur les outils, donc voilà sur le lieu de travail et sur les outils de suivi, là, je suis pas trop spécialiste là-dessus, mais moi, je rebondirais sur les entreprises réfractaires, sur les entreprises qui souhaitent le contrôle, les entreprises qui disent mais on peut pas télétravailler parce que confidentialité, etc. Franchement, ça fait 1 an et demi qu'on travaille et qu'on a prouvé que ça marche, que la performance des entreprises a continué, que l'activité a continué. Moi, je n'irai pas trop vers ça parce que de toute façon, on le voit, les salariés, ils attendent de la flexibilité, ils attendent de l'autonomie, ils attendent de la confiance. Donc, les entreprises qui ne vont pas aller là-dedans, elles risquent de perdre des candidats qui vont aller se tourner vers des entreprises qui proposent ça. Alors, on a encore 2 questions très intéressantes cette fois-ci sur le rôle du manager, en effet. Quid des personnes qui sont arrivées et qui ont été recrutées pendant cette période de crise, avec du coup, là aussi, beaucoup de travail à distance. Est-ce que vous notez du coup peut-être un turnover un peu plus important ou en tout cas des ruptures dans la période d'essai ou cette phase d'intégration? Et puis, par rapport au management, est-ce que vous voyez un besoin d'évolution du modèle managérial et des pratiques managériales? En tout cas, est-ce que c'est plébiscité par la fonction RH en sortie de crise avec peut-être des besoins de formation spécifiques? Beaucoup de questions, vous n'hésitez pas à me dire si c'est trop d'un coup. Non. Sur les ruptures de période d'essai, alors on n'a pas vu cette tendance-là du côté de la NDRH. Peut-être que ça peut exister dans les entreprises, mais en tout cas, on n'a pas vu cette tendance. Par contre, il y a une autre tendance
qu'on voit réellement sont des salariés qui disent « Alors, en fait, j'ai vendu ma maison et je suis en train d'acheter une maison en Bretagne. Donc, comment on va faire maintenant ?» Première option. Donc, on est mis devant le fait accompli. Deuxième constat, on est face à des salariés qui nous disent, bah voilà, j'envisage de déménager, d'aller habiter à la campagne parce que c'est quand même plus sympa. Et donc, comment tu penses nous accompagner, toi, en tant qu'entreprise? Donc, cette tendance, elle est réelle. Moi, je ferais juste référence quand même aux entreprises américaines, IT, digital, Facebook, Microsoft, etc., qui, au début du confinement, ont dit allez, on se revoit dans 3 ans, on se met tous en télétravail et ça va bien fonctionner, qui sont toutes revenues en arrière en disant bah, en fait, là, je vous demande de revenir dans 1 mois et on va se refaire du travail hybride. Donc, elles sont toutes revenues sur ce qu'elles avaient préconisé au départ, ce qui prouve bien que, et c'est ce qu'on disait sur le travail hybride, 2 jours, 3 jours, que en fait, on a besoin de se retrouver. Et donc, ces demandes de on va aller vivre, je ne sais pas où, et travailler, bah, par exemple, en région parisienne, bah, c'est juste pas évident. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui vont pas pouvoir accepter ça. D'autres, oui, bien sûr, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que ça va être difficile d'accepter ça dans les entreprises. Et sur la partie évolution du modèle managérial, c'est ce que je développais tout à l'heure. Hein, oui, alors, les investissements en formation, ils ont été faits beaucoup pendant cette période de confinement. Donc, la montée en compétence des managers sur comment je manage une équipe à distance, le manager 3.0, etc., il y a eu une grande avancée. Les DRH, d'ailleurs, quand on les questionne, ils nous disent, bah voilà, moi, dans ma préoccupation de DRH, c'est l'accompagnement du manager dans son rôle auprès de ses équipes. Donc, c'est vraiment une des préoccupations des DRH. Mais ce modèle, le modèle managérial a déjà évolué, donc va continuer. Mais je dirais qu'il a déjà beaucoup plus évolué en 1 an et demi qu'en 15 ans, quoi. Hein. Encore, c'est pareil, c'est comme la maturité digitale de ce qu'on voit, nous, de la NDRH. Encore une fois, c'est une vision et bien sûr, il y a d'autres voilà, il y a d'autres avis là-dessus. Alors, peut-être une dernière question qui porte plus ou moins sur les accords de télétravail. De votre point de vue, comment les employeurs agissent-ils concrètement sur les conditions de travail au domicile, puisque là, il y a finalement une ingérence, si on peut appeler ça comme ça, dans la sphère privée. Est-ce que voilà, vous avez connaissance d'accords qui prévoient des dispositions particulières pour l'aménagement de la sphère de travail à domicile ? En fait, c'est davantage, je dirais que c'est alors dans les accords et l'objectif des accords, c'est vraiment de mettre des règles et de nouvelles pratiques d'organisation autour du télétravail. Dans certains accords, on a vu des indemnités financières pour travailler à domicile. Mais je dirais que sur les conditions de travail, c'est plutôt des règles que l'entreprise va mettre en place pour l'ensemble, que ce soit à domicile ou sur site. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de réunions de 45 minutes pour éviter d'enchaîner. Je prenais l'exemple pour garantir le lien collectif et donc les conditions de travail, la qualité de vie au travail, de se réserver des moments où on peut avoir des échanges, où on ne parle pas de travail, le café virtuel, le déjeuner virtuel, plutôt des choses comme ça. C'est plutôt ça qu'on voit. Et sur les conditions de travail à domicile, quand on est en télétravail, il y a pas mal d'entreprises qui ont proposé des séances de sport en ligne
par exemple. Alors, ça a même été jusqu'à des cours de cuisine en ligne pendant le confinement. Mais ce qu'on voit plus, là, c'est des cours de sport en ligne pour les entreprises qui peuvent investir là-dessus et payer ça pour leurs collaborateurs. Pour favoriser le bien-être physique. Et après, on a vu aussi pour des entreprises proposer des services de soutien psychologique pour, voilà, pour les personnes qui en avaient besoin. Très bien, alors ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser la parole pour terminer. Sachez néanmoins qu'on a encore plein de questions qu'on n'a pas pu traiter. Il y en a une peut-être qui reste intéressante aussi, qui concerne les programmes d'aide à la transition professionnelle collective pour les secteurs qui ont été particulièrement impactés par la crise. Est-ce que voilà, vous faites écho à ce besoin et est-ce que vous constatez ou pas que les DRH s'emparent vraiment de transition pro dans ce contexte-là? Ouais, j'avais vu la question, c'est très intéressant parce que moi je dirais que justement là, on n'est pas au top au niveau de la fonction RH. Sur les systèmes de transition, sur ce qui peut être travaillé sur la partie transition collective. Au sein de la NDRH, on a déjà fait ce travail pour aider les RH, mais je pense qu'il faut le poursuivre et réexpliciter ce que c'est que ce dispositif, comment on le met en place, comment marche le territoire, comment on fait le lien avec les acteurs territoriaux. Et aujourd'hui, de ce que je vois, de ce qu'on voit, clairement non. On n'est pas suffisamment au top sur les programmes de transition collective. Donc, on a une marge de progrès là-dessus. Et la NDRH va y contribuer dans sa mesure également. Merci Audrey Richard. Je vais m'arrêter là pour relayer les questions, même si certaines sont encore présentes et je m'excuse pour ceux que je n'aurais pas pris en compte. Je vous laisse la parole ainsi qu'à Christina pour terminer tranquillement ce webinaire. Gérard, est-ce que vous souhaitez conclure ou commenter peut-être les réponses qui ont pu être faites sur ces questions? Non, mais je rejoins la réflexion qu'Audrey nous a invité à avoir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vit une période extraordinaire, en 2 mots, et en fait, il faut savoir capter, comme des RH, ces moments-là, en tirer toutes les leçons, et avoir d'ailleurs un plan d'action et un plan d'animation, on l'aura compris, qui tient compte de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment en direct, et puis de projeter tous ces outils et toutes ces pratiques à l'aune de ces observations. Merci encore Audrey pour ces réflexions et la qualité de vos interventions. Oui, un grand merci à toutes et à tous, spécialement Audrey. Merci pour votre intervention. Merci d'avoir été nombreux et je voulais vous dire que nous avons un 2e rendez-vous après les vacances, le 27 septembre, où Audrey reviendra pour aborder d'autres thématiques RH. Donc, vous êtes tous bien les bienvenus et vous serez invités en temps voulu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci infiniment. Bonne continuation à tous. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt.